Alors, je vais prendre cette revue, donc Histoire et civilisation, le monde, les Romanov, pour parler un peu en feuilletant en quoi consiste cet ouvrage. Donc, en fait, il s'agit d'une revue qui présente donc la dynastie des Romanov et qui parle un peu de leur portée donc historique. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur l'introduction qui est générale, mais plus concrètement, euh, cette dynastie donc commence apparemment par le prince Vareg Riurik en 830 qui fonde donc la première dynastie qui règne sur la Russie. Ensuite, il y a Anne qui scelle une alliance avec la France et la Russie. Et Ivan le Terrible. Voilà, plus ou moins. Donc ça commence par Pierre Ier. Donc en russe on dirait Piotr Veliki. Donc 1689-1725. D'après cet ouvrage, c'est le fondateur de la Russie moderne. C'est un diplomate qui a fait de son pays une puissance maritime et culturelle. Donc apparemment Pierre Ier, donc nous avons ici fait de nombreux voyages en Europe. Donc il part à Londres, il part à Zaandam aux Pays-Bas et il en vient même interdire le port de la barbe pour essayer de ressembler le plus à l'Europe. Donc c'est quelqu'un qui a une obsession du travail, qu'il impose aux Russes et qui fonde donc la ville de Saint-Pétersbourg. Voilà. Il gagne une bataille contre les Suédois en 1709. Et voilà. Donc, d'après lui, un souverain doit se distinguer de ses sujets en portant dans son âme le lourd fardeau du bien-être de l'État. Donc, il était bien conscient voilà, de ça. Ensuite, 1725-1727. Donc, c'est Catherine Ier qui est appelée la veuve résiliente. Donc, nous l'avons ici. Elle ouvre le premier musée donc, de Russie. Donc, c'est l'épouse de Pierre. À la mort de Pierre, elle réussit à conserver le pouvoir et délègue la direction de l'État à un ex-amant. Donc apparemment, cette personne-là est Menchikov. Et voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle... Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations dans cet ouvrage. Mais, bon, voilà. Ensuite, nous avons Pierre II, donc l'adolescent réactionnaire, 1727-1730, donc Piotr II en russe. Donc, en délaissant Saint-Pétersbourg pour Moscou, le jeune homme sous influence replonge la Russie dans ses tourments en à peine 3 ans de règne. Donc, il accède au trône à l'âge de 12 ans. Et
il fait revenir la capitale apparemment à Moscou. Voilà, ensuite nous avons celle-ci qui est Anna Ière, la tsarine, Anna Ioannovna. Donc 1730-1740. Donc elle se rebelle puis cède les rênes à son amant autocratique afin de s'étourdir de fêtes et de spectacles. Voilà. Donc l'impératrice Anna, friande de divertissement en compagnie de bouffons, recevait sa cour dans sa chambre de tsarine. Elle dit « Je suis libre d'être bienveillante quand je le veux ». Très bien. Ensuite, nous avons celle-ci, donc qui est Elisabeth Ière, la bâtisseuse oubliée. En russe, Elisabeta Petrovna, 1741-1761. Épicurienne et en avance sur son temps, avait d'abord été exilée en province. Donc elle est intelligente, libre, adversaire donc de la peine de mort. C'est la fille de Pierre le Grand qui détrône la régente sans verser de sang avant de soutenir les arts et les économies. Donc la collégiale à Saint-Pétersbourg. Smolny, son architecte Rastrelli le Jeune est l'un des multiples artistes attirés par la Russie d'Elisabeth Ière. Voilà. Donc c'est une bâtarde, mais elle réussit quand même à régner. La voici. Donc avec son arbre généalogique. Elle tente d'unir les nouvelles tendances européennes aux pieuses coutumes du passé, d'après Vassili Kliutchevski, historien. Alors, elle veille à ce que les habitants soient mieux vêtus et elle punit l'ivresse. Ensuite, nous avons Pierre III, donc, qui est un germanophile capricieux. 1762, Piotr II, né en Prusse d'un père allemand, le jeune homme n'a jamais aimé la Russie. Donc son règne fut désastreux, même s'il fonde donc la Banque d'État russe. Donc il reste 6 mois sur le trône avant d'être destitué. Voilà. Ensuite, nous avons la grande conquérante, donc Ekaterine II, donc en russe Ekaterina II, 1762-1796. Libérale, travailleuse acharnée, intellectuelle, elle n'a pas de sang slave, mais en digne héritière de Pierre Ier, elle mène la Russie au sommet. Donc, elle invite Diderot à sa cour. À Saint-Pétersbourg, et Diderot y restera 5 mois en 1773. Voilà. Voltaire aussi. Donc, elle est ouverte à toutes les formes de connaissances. Donc, non seulement les lettres, mais aussi les sciences. Et elle prend peur que la Russie soit gagnée par les idées des sans-culottes. Alors, ensuite, nous avons Paul Ier. Donc, il arbore une croix de Malte. En 1798, il avait offert l'asile aux chevaliers de cet ordre. Donc, c'est Pavel I, 1754-1801. Il a voulu rétablir l'ordre et l'équité à coups de oukase, mais il est despotique, incohérent et cruel, et il plonge son peuple dans la peur. Donc il fait des oukases pour tout.
contraint aux habitants de Saint-Pétersbourg de se lever tôt. Et a quelques victoires avec ses troupes. Ensuite, nous avons Alexandre I, donc Alexandre Ier. Donc le tsar a deux visages, secret et épris de justice sociale. Il est celui qui a défait Napoléon après avoir rétabli la paix et la tolérance en Russie. Son rêve fut pourtant d'abdiquer vite. Il s'engage dans la troisième coalition contre l'hégémonie française. Une décision qui sera terrible. Donc il protège Moscou. Et il entre à Paris par la porte de Saint-Denis. Donc le 31 mars 1814. Il chevauche le cheval blanc offert par Bonaparte. Il remet en usage le droit seigneurial autorisant la déportation sans jugement des serfs. Alors, ensuite, nous avons Nicolas Ier, Nicolas I, donc 1825-1825, 55. Alors que les idées libérales s'étendent en Europe, le frère Alexandre Ier mène le pays à la baguette. À l'extérieur, ses rêves d'expansion expirent en Orient. Donc Nicolas Ier se passionne pour les exercices militaires et les conquêtes. Il fait battre la monnaie, donc rouble en argent à l'effigie de Constantin, le deuxième frère d'Alexandre Ier, qui a renoncé à la couronne de la Russie pour rester vice-roi de la Pologne. Donc voilà là. Donc Nicolas Ier sur la place du Sénat à Saint-Pétersbourg, parmi les soldats qui refusent de lui prêter allégeance. Le servage se résume d'après lui à un système humiliant qui est dépassé. Donc le tsar souhaite une abolition progressive. Voilà, le soulèvement de l'armée polonaise indigne Nicolas Ier, vexé de l'ingratitude. Et c'est lui qui lance la formule, donc l'homme malade de l'Europe, pour désigner donc l'Orient. Alors voici Alexandre II, donc 1855-1881. C'est celui qui a enfin aboli le servage. Donc il a rendu la justice plus équitable, multiplié les lycées, redonné l'éclat à Saint-Pétersbourg. Donc cette abolition est un grand moment. Il met fin au martyre des populations en Bulgarie, en Serbie et en Monténégro. Ensuite, nous avons Alexandre III, donc un conservateur pacifiste, 1881-1884, donc en russe Alexandre III. C'est un tsar qui force des alliances à l'extérieur du pays et permet aux paysans de racheter leurs terres. Il limite les heures de travail. Ensuite, nous avons Nicolas II, donc l'autocrate. Donc, il est resté indifférent aux prémices de la Révolution et aux tragédies qui ont émaillé son règne. Voilà.
Donc il va devoir faire face à la révolution et malheureusement il ne survivra donc pas. Voilà. Donc c'est la chute et c'est ainsi que finit la dynastie. Donc ici nous avons la famille. Donc le tsar avait une, deux, trois, quatre filles et un garçon. Et ce bouquin retrace un peu toute l'histoire. Enfin, ce bouquin, cette revue retrace un peu toute l'histoire avec de jolies images. Raconte bien, d'après Jean Descartes, les 10 générations qui ont, selon lui, façonné la Russie. Voilà, j'espère que ça vous a paru intéressant. Merci.